Mes chers collègues, nous entendons ce matin Monsieur Xavier Pichassic que le président de la République propose de désigner comme président directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, plus connue sous le sigle de la RATP, en application de l'article 13 de la Constitution. Vous prendriez, monsieur le candidat, ainsi la succession de Jean Castex, dont le mandat a pris fin le 2 novembre dernier à la suite de sa nomination comme PDG de la SNCF. Comme vous le savez, une telle nomination ne peut intervenir qu'après l'audition de la personnalité pressentie devant chacune des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, suivi d'un vote à bulletin secret. Monsieur le candidat, avant de céder la parole à Daniel Guéret, notre rapporteur, permettez-moi de revenir brièvement sur votre parcours. Ingénieur des ponts, des eaux et forêts et diplômé de l'École nationale des travaux publics de l'État, vous êtes actuellement, et ce depuis 2020, président du directeur de Réseau de transport d'électricité RTE. Pour autant, le monde des transports ne vous est pas tout à fait étranger. Vous avez en effet exercé plusieurs fonctions au sein du ministère des Transports. Vous y avez notamment été sous-directeur à la politique routière et au développement, puis sous-directeur du développement du réseau routier national, respectivement pendant 2 périodes d'1 an, avant d'exercer des fonctions d'adjoint au directeur général des infrastructures et des transports, la DGITM, pendant 3 années. Vous avez ensuite exercé en cabinet sous la présidence de François Hollande en 2012. Vous avez rejoint le cabinet de Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, comme conseiller développement durable des transports. 2 ans plus tard, vous êtes devenu conseiller énergie, environnement et transport auprès de la présidence de la République, où vous êtes resté un peu plus d'1 année. Pendant quelques semaines, vous y avez donc côtoyé le secrétaire général adjoint de l'Élysée de l'époque, qui a depuis été appelé à des fonctions plus élevées. C'est à la suite de cette expérience que vous avez rejoint RTE en 2015 en tant que directeur adjoint en charge des réseaux, clients et territoires. Comme je l'ai dit en introduction, vous présidez le directoire depuis 2020. À l'issue d'un premier mandat de 5 ans, vous avez été reconduit dans vos fonctions le 1er septembre 2025. Ma première question sera donc la suivante. Quelle motivation et quelles sont les raisons qui vont motiver ce changement de cap et comment envisagez-vous cette transition entre, d'une part, la présidence d'une entreprise monopolistique et celle d'un groupe confronté à la concurrence en France comme à l'international, et d'autre part, la gestion du réseau de transport d'électricité et de l'exploitation des services de transport représente plus de 3 milliards de voyages par an, rien qu'en Île-de-France. Sans plus tarder, je vais céder la parole à notre rapporteur Daniel Guéret pour conduire votre audition. Vous pourrez ensuite nous présenter votre candidature et nous faire part de votre retour d'expérience et vos motivations avant de répondre aux questions du rapporteur. Et à l'issue de cet échange, mes collègues ici présents vous interrogeront à leur tour, puis vous serez invités à leur répondre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Président du Directoire. À quelques semaines du dépôt au Parlement du projet de loi 4 sur les transports tant attendu, et alors que les transports franciliens sont à la croisée de multiples défis, il serait préjudiciable que la RATP reste durablement sans président directeur général de plein exercice. C'est donc avec une attention toute particulière que notre commission va examiner votre candidature à la tête de cet opérateur qui occupe une place prépondérante sur le marché des transports publics. Comme l'a rappelé le président Longeau, vous connaissez bien le domaine des transports, en particulier le transport routier. Vous êtes également rompu au management puisque vous dirigez le groupe RTE depuis 2020. Je souhaite en premier lieu aborder le sujet du management et des relations avec les partenaires sociaux qui a été un axe majeur des 2 mandats, pour ne pas dire point fort, de Jean Castex. Il a en effet mené une action volontariste pour renforcer l'attractivité de la RATP et signé de nombreux protocoles sociaux avec les organisations syndicales. Cette politique de dialogue renforcée avec les partenaires sociaux a permis de rétablir la qualité de service, notamment pour les réseaux de bus qui souffraient d'une crise de recrutement. Elle a en revanche pu être perçue comme une forme de politique du chèque coûteuse. Jean Castex a également imposé un mode de direction fondé sur de très nombreux déplacements, souvent impromptus sur le terrain, afin d'échanger directement avec ses équipes. Vos relations avec les syndicats ont parfois été plus fraîches. Un délégué syndicat
syndicale, CGT de RTE, ayant par exemple dénoncé, je le cite, une direction en mode bulldozer, en guerre contre les représentants du personnel, en guerre contre les grévistes, ne supportant aucune contestation interne, à la suite du licenciement de 4 membres du personnel qui étaient intervenus frauduleusement sur le réseau lors d'une grève. Or, l'ouverture à la concurrence des bus en Île-de-France et les transferts de salariés vers d'autres entreprises et des filiales ad hoc rendent particulièrement crucial ce dialogue social. IDFM a d'ailleurs publié un cahier d'exigences sociales en 2022 à la suite de difficultés rencontrées lors de l'ouverture à la concurrence des bus en grande couronne. Avant toute chose, nous aimerions donc savoir quel type de président de la RATP vous entendez incarner, quelle sera votre méthode de management, comment comptez-vous mener le dialogue social avec les organisations syndicales. Cette méthode de travail doit être au service d'objectifs stratégiques. Il me paraît indispensable de comprendre quelle serait votre vision de l'avenir de la RATP dans un contexte d'ouverture à la concurrence en Île-de-France et de développement des activités du groupe hors de son périmètre géographique historique. Vous n'ignorez pas que Jean Castex a cherché à se désengager d'activités peu rentables à l'international ces dernières années, notamment à Londres, et à se recentrer sur le cœur de métier de la RATP. Cette évolution a marqué un tournant par rapport à la politique de diversification et de filialisation menée par sa prédécesseur, Madame Guillouard. La RATP reste une entreprise avant tout francilienne. Elle réalise encore les 3/4 de son activité en Île-de-France et 5/6 en France. L'ouverture à la concurrence des lignes de bus franciliennes, qui est déjà à l'œuvre, et bientôt des lignes de tramway T1 et T8, entraînera mécaniquement des pertes de marché pour la RATP en Île-de-France. Considérez-vous nécessaire d'aller chercher de nouveaux marchés en France et à l'étranger? RATP Dev a été choisi pour exploiter l'étoile ferroviaire de Caen. Vers quel mode de transport souhaiteriez-vous porter la croissance du groupe? Les transports collectifs routiers, les métros automatiques ou non, le transport ferré classique? Considérez-vous que le groupe doive répondre à de plus nombreux appels d'offres dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des TER? Souhaitez-vous rester uniquement dans le cadre de délégations de services publics ou un développement dans les services librement organisés vous semblerait-il envisageable? Comme vous le savez, en Île-de-France, l'activité de la RATP se construit en partenariat avec Île-de-France Mobilité. Un nouveau contrat d'investissement et d'exploitation couvrant la période 2025-2029 a été signé entre la RATP et IDFM en juillet 2025. Il marque une forte hausse des efforts d'investissement, plus 30% par rapport à la période 2021-2024, afin de moderniser le réseau et d'accélérer le renouvellement des matériels roulants, et comprend des engagements ambitieux pour poursuivre l'amélioration de la qualité de service. Bien sûr, il faudra aussi relever le défi de la livraison des ouvrages du Grand Paris Express, dont la RATP assure une partie de la maîtrise d'ouvrage. Je voudrais à cet égard vous interroger sur 2 points. D'une part, la livraison du nouveau matériel roulant pour le RER B accuse un retard préoccupant. 146 trains neufs doivent être construits par le consortium Alstom-CAF en partenariat avec la RATP pour remplacer les rames aujourd'hui en circulation pour un montant avoisinant les 3 milliards d'euros. En parallèle, l'automatisation du RER B prend également du retard. IDFM a mis en place un plan d'urgence pour faire face à cette situation et remettre à plat le calendrier. En tant que président de la RATP, quelle serait votre approche sur ce sujet? D'autre part, si les subventions d'investissement versées par IDFM vont fortement augmenter sur les 5 prochaines années, la RATP devra également réduire ses coûts et améliorer sa performance économique. Le nouveau contrat pluriannuel passé avec IDFM comporte par ailleurs un objectif de 1,2% de productivité par an pour la RATP. Or, les résultats financiers du groupe n'étaient pas au beau fixe ces dernières années.
Si le résultat net est proche de l'équilibre en 2024, il a connu 2 années de pertes nettes consécutives en 2022 et 2023, notamment du fait de l'inflation et de difficultés rencontrées sur les bus londoniens et dans le cadre de certains contrats en Île-de-France. Quelle serait votre stratégie pour renforcer la performance économique de la RATP? Les voyageurs, comme vous le savez, seront tout particulièrement attentifs à l'enjeu de la qualité de service. Sur ce point, Jean Castex est parvenu à impulser des progrès considérables. Alors qu'en 2022, la régularité du service sur les réseaux franciliens était fortement dégradée du fait en grande partie de difficultés de recrutement, elle s'est significativement améliorée. Des difficultés persistent néanmoins sur certaines lignes de métro et de RER. Quelle serait votre approche pour garantir la qualité du service dans la durée? Le réseau d'autobus parisiens suscite en particulier des inquiétudes. Sa fréquentation diminue considérablement du fait d'une baisse tendancielle de la vitesse d'exploitation. Ces difficultés sont liées à une dégradation des conditions de circulation dans un contexte de démultiplication des usages, mobilité douce, livraison urbaine, etc., et de partage imparfait de la voirie. Si vous deveniez président de la RATP, compteriez-vous vous attaquer à ce problème en lien avec le ou la future maire de Paris? Outre la qualité de service, la sécurité des usagers est un levier majeur de renforcement du report modal vers les transports collectifs. Malheureusement, ces derniers mois, plusieurs faits divers ont encore rappelé la forte exposition des réseaux de transport à toutes sortes de menaces. La loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports d'avril 2025, dite loi Tabarot, va permettre de renforcer les prérogatives des services de sûreté interne de la RATP et de la SNCF et d'améliorer le continuum de sécurité avec les forces de sécurité intérieure. Elle ne résoudra néanmoins pas toutes les difficultés. Deux me préoccupent plus particulièrement. D'une part, l'ouverture à la concurrence va fortement faire évoluer les conditions d'intervention du GPSR sur le réseau francilien, le service de sûreté interne de la RATP. Il ne pourra intervenir qu'à la demande de l'opérateur ou d'IDFM sur les parties du réseau qui ne sont plus exploitées par la RATP. Afin que les conditions de sécurité des usagers ne se dégradent pas et qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité entre eux, une coordination fine entre l'action du GPSR et celle des nouveaux intervenants sera indispensable. Il me semblerait intéressant, dans ce cadre, de réfléchir à conférer à IDFM une mission de coordination des missions de sûreté sur l'ensemble du réseau francilien. Quel regard portez-vous sur une telle proposition? D'autre part, si environ 80 000 caméras sont réparties sur le réseau de transport d'Île-de-France, très peu d'entre elles, en pratique, font l'objet d'un visionnage en continu par des agents de police et peuvent donc permettre une intervention en temps réel en cas d'incident ou d'agression. Les zones considérées comme peu criminogènes ne font donc pas l'objet d'une réelle surveillance en dépit de la présence de caméras de sécurité. Une mesure permettant de prolonger jusqu'en 2027 le dispositif de vidéosurveillance algorithmique expérimenté pendant les Jeux Olympiques avait été introduite dans la loi Tabarot, mais elle a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif. Quelle appréciation portez-vous sur l'idée de développer de manière pérenne ce type de vidéosurveillance intelligence afin de faciliter la détection en temps réel des agressions sur l'ensemble du réseau de transport et ainsi de faciliter une intervention rapide des forces de sécurité? Enfin, la qualité de service doit bénéficier à tous. L'accessibilité des transports publics constitue le chantier du siècle. Valérie Pécresse a annoncé vouloir lancer le chantier, estimé à plus de 20 milliards d'euros et 20 ans de travaux, de la mise en accessibilité du métro historique. 21 ans après la loi du 11 février 2005, quel rôle la RATP pourrait-elle jouer dans l'accessibilité universelle des transports qu'elle opère? Monsieur le Président, chers collègues,
Monsieur le Président du Directoire, je vous remercie. Avant de conclure, permettez-moi, Monsieur le Président, d'exprimer mes profonds remerciements à nos deux administrateurs, Carole et Grégoire, qui m'ont accompagné dans la préparation de ce rapport. Je vous remercie. Je vous donne la parole, monsieur le candidat. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci pour vos propos, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui devant vous, devant cette commission. Je vous remercie de m'y accueillir pour cette audition pour la présidence du groupe RATP, qui est, vous le savez, un acteur central de la mobilité durable. Alors, je voudrais dire quelques mots sur mon parcours pour me présenter. Après avoir suivi, vous l'avez effleuré, Monsieur le Président, une double formation d'ingénieur et en sciences sociales, toute ma vie professionnelle a été consacrée au service public. D'abord comme fonctionnaire ayant occupé plusieurs postes dans l'administration, puis entre 2012 et 2015 en tant que conseiller du Premier ministre, puis de président de la République, en charge des transports, déjà, de l'énergie, du logement et de l'environnement. Puis à RTE, grand service public de notre pays, pendant plus de 10 ans, comme membre du directoire et enfin comme président depuis 2020. Alors cette vie professionnelle, elle est marquée par quelques fils rouges. Le premier est celui de la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures de transport. J'ai exercé ce métier au ministère de l'Équipement, des Transports puis de l'Écologie. Je l'exerce chez RTE en tant que maître d'ouvrage du réseau public de transport d'électricité cette fois-ci. Le deuxième fil rouge est celui de la performance industrielle. Chez RTE, j'ai eu en charge la maintenance des actifs industriels, haute tension et télécommunications, mais aussi des clients qui sont des industriels eux-mêmes, avant de devenir président de cette belle maison. Ce fut aussi le cas précédemment comme directeur adjoint des services de transport au ministère des Transports. Le troisième fil est celui des transformations des organisations et du dialogue social qui les accompagnent, en ayant été chef de la modernisation du ministère de l'Équipement, puis chef des assises du projet des assises du ferroviaire en 2011, et enfin chez RTE, où beaucoup de choses ont évolué dans une conflictualité faible, pour en faire un service public adapté aux enjeux absolument colossaux de la décarbonation et de l'électrification du pays. Alors ces fils rouges me guident, de même que ma passion pour la construction de la ville, et en étant devant vous aujourd'hui, je continue à suivre ces fils rouges. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, vous m'avez interrogé sur ma vision stratégique pour le groupe et les défis qui l'attendent. Je vais vous dire que ces 3 dernières années, la RATP a relevé concomitamment 3 défis très importants sous l'autorité de Jean Castex, dont je salue ici l'engagement et l'action. D'abord, la RATP a considérablement redressé sa qualité de service, tant sur l'offre que sur la ponctualité, pour retrouver celle de l'avant-Covid. Concomitamment, la RATP a relevé le défi des JO, des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. De ce point de vue-là, zéro faute, avec la mobilisation très exemplaire des salariés et l'excellente coopération entre toutes les autorités, en particulier avec IDFM, Île-de-France Mobilité. Concomitamment, toujours, les équipes ont préparé et mis en œuvre l'ouverture à la concurrence des bus avec des chantiers considérables, dont le transfert de 20 000 salariés de réseaux de surface vers les filiales du groupe ou de nouvelles entreprises attributaires. Il a fallu faire évoluer le cadre social, juridique et technique avec l'appui des conclusions de la mission Bailly-Grosset que je salue ici. Cela a porté ses fruits puisque la conflictualité a été faible et le premier transfert s'est déroulé sans bug opérationnel majeur. Cela a été possible grâce à un bon dialogue avec Valérie Pécresse et Laurent Probst. J'irai bien sûr à leur rencontre si le Parlement valide ma nomination. Je parlais de conflictualité, elle a d'ailleurs globalement baissé ces dernières années, tous sujets confondus. Il faut s'en féliciter et poursuivre le dialogue social en ce sens. Ces 3 défis dont je viens de parler montrent aussi que l'entreprise est capable de se transformer, une entreprise où l'adaptabilité et la continuité du service sont de vraies valeurs. Alors, de nombreux défis restent encore devant nous. Et il y a d'abord des défis opérationnels de court terme pour 2026. Je ne peux pas tous les citer, je vais juste en évoquer quelques-uns devant vous, qui sont majeurs à mes yeux.
Il faut continuer les transferts dans les meilleures conditions possibles des salariés de réseaux de surface, les salariés des bus. 4 bascules de ces salariés sont prévues entre le 1er mars et le 1er novembre 2026. Et le travail du PDG, c'est d'être attentif aux conditions précises de transfert et de travail de ces salariés. Il faut aussi mettre en service le nouveau métro. Ce sont les nouvelles rames MF19 qui arrivent sur la ligne 10 d'abord. D'ailleurs, il y a une première rame qui est en test en ce moment, puis sur la 7 bis, puis sur d'autres lignes, dont la ligne 13, bien connue pour sa saturation. Ce que je veux dire, c'est que cet investissement est absolument considérable. Le programme atteint 7 milliards d'euros sur 10 ans. Ça correspond à 410 trains et ça va renouveler 50% du parc du métro. Cet investissement concerne aussi les systèmes au sol et je salue IDFM pour ce financement sans précédent. Il faudrait aussi, dès 2026, vous l'avez donc évoqué, monsieur le rapporteur, la remise en gestion de la première ligne du Grand Paris Express, la ligne 18, à la RATP en tant que gestionnaire d'infrastructure. On en parle peu, mais ces bascules progressives de 170 km de ligne du Grand Paris vont considérablement augmenter le patrimoine d'infrastructures dont la RATP a la charge. C'est un moment techniquement et économiquement très délicat. C'est la qualité de service de demain qui se joue. Autre défi, préparer dès maintenant la mise en concurrence du tram, qui est projeté en 2030, et continuer à être présent chaque jour dans les territoires en France et à l'étranger, avec RATP Dev et RATP Cap Île-de-France, pour concourir aux délégations de services publics ouvertes à la compétition. Dernier exemple, le déploiement et l'appropriation des nouveaux titres de transport, encore un chantier à mener ou à terminer, pour la meilleure satisfaction possible des voyageurs, avec le devoir d'accompagner les usagers les plus éloignés du digital, grâce à un accueil renforcé de la pédagogie, mais aussi des supports adaptés, tout cela en lien avec la mission sénatoriale en cours sur la billettique. Alors, on ne pilote pas ces mutations à venir, qui sont nombreuses, sans repères et sans boussole. Boussole et repères pour les voyageurs, pour les salariés et pour les élus. La première boussole est évidemment la satisfaction des voyageurs et la satisfaction de tous leurs besoins. Je parle volontiers de qualité globale. Ils ont besoin d'offres et de ponctualité, bien sûr. En Île-de-France, l'enjeu sera d'atteindre les objectifs plus exigeants prévus, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, dans le cadre du nouveau contrat Fairtram 2025-2029. J'ai dit atteindre, voire si possible, faire mieux, en Île-de-France, comme dans les autres délégations remportées en France par RATP Dev. Je souhaite en outre apporter une attention particulière, vous avez pointé le sujet, aux bus, notamment sur la question de leur vitesse moyenne de circulation. Je souhaite en discuter dès que possible si le Parlement valide ma candidature avec les communes concernées. Dans cette qualité globale, il y a bien sûr la sûreté des voyageurs et du personnel, et je veux insister là-dessus car les résultats ne sont pas encore satisfaisants. Pour progresser, je crois que 4 leviers doivent être activés en même temps. Le premier, c'est celui des ressources humaines. Il faut commencer par la présence humaine. C'est dissuasif et c'est très efficace en intervention. Le deuxième levier, c'est celui des compétences d'intervention, des compétences juridiques d'intervention. À cet égard, je veux saluer la loi Tabarot et j'appelle de mes voeux sa déclinaison réglementaire rapide et complète. Le troisième levier est celui de la coordination opérationnelle des différents services de sécurité au sein du SECOS. Il faut les utiliser et les affecter de manière cohérente et complémentaire. Toutes ces unités de sûreté n'ont pas les mêmes compétences. Le quatrième levier, enfin, est l'utilisation des technologies actuelles. Je suis très satisfait de la publication du décret du 18 décembre dernier, qui permet l'utilisation définitive des caméras piétons et qui vont protéger les salariés du contrôle, ceux du GPSR et aussi globalement apaiser la relation aux voyageurs. Cela a fait ses preuves lors des JOP 2024.
Je veux aussi m'engager, je veux vous le dire personnellement, pour lutter contre les atteintes sexuelles faites aux femmes dans les transports en commun. La parole s'est libérée et c'est tant mieux. Et nous devons être à la hauteur de cette parole en formant les salariés d'abord, en écoutant mieux les victimes et en dissuadant, mais aussi en réprimant les auteurs. La qualité globale, c'est aussi les besoins, vous l'avez pointé, d'accessibilité sur le métro historique parisien. Je rappelle que le bus, le tram et toutes les stations de RER sous la responsabilité du groupe RATP sont déjà toutes accessibles, ainsi que les nouvelles stations de métro. Donc le sujet concerne le métro historique. Et ce programme continue. Pour les personnes à mobilité réduite, par exemple, la RATP est en train d'étudier actuellement la mise en accessibilité de la ligne 6, étude financée par IDFM et par la ville de Paris. Et je serai pleinement engagé dans le plan Métro pour tous, initié par Valérie Pécresse, Métro pour tous, sans exclusion. Cette qualité globale, c'est aussi et enfin la santé et le confort, avec la propreté, la qualité de l'air, le contact avec les agents d'accueil, l'information voyageurs ou encore la signalétique. Alors, cette qualité de service n'est possible que si les salariés de RATP sont satisfaits eux-mêmes, et c'est ma deuxième ambition. Et je veux à cet égard poursuivre le travail développé par Jean Castex au-delà des accords signés, notamment sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail, ainsi que sur les locaux sociaux, et aussi sur le logement, avec le levier de RATP Habitat notamment, qui sera nécessaire pour l'attractivité. De ce point de vue, mon CV montre que ce monde du logement est loin de m'être inconnu. Et nous allons redoubler d'efforts sur ce point. Il s'agit de travailleurs essentiels, comme beaucoup de ceux de RTE que je connais bien. La troisième ambition doit être celle de l'excellence opérationnelle, de la sécurité et de l'exploitation, bien entendu, sécurité ferroviaire cruellement d'actualité, mais aussi du développement. Il faut bien exécuter le plan quinquennal d'investissement, du renouvellement et de la maintenance. La maintenance, on en parle peu, mais c'est un domaine stratégique où l'attractivité, la rigueur et la performance permettent souvent le reste de la qualité, et ce doit être un lieu d'innovation technologique, notamment en tirant tout le parti des données numériques. La quatrième ambition est celle du rayonnement du groupe RATP en France et à l'international. Les deux. La RATP est le troisième groupe de mobilité mondiale. C'est un bien national, c'est une fierté, c'est un groupe pétri de savoir-faire. Et ces savoir-faire doivent profiter à toutes les collectivités, si elles le souhaitent, avec des repères clairs que je vais vous livrer. Le premier repère, c'est faire des offres lorsqu'RATP est en mesure de faire progresser le service aux voyageurs. C'est le but. Il faut conserver au sein du groupe l'exploitation d'un mix équilibré, du bus jusqu'aux modes les plus lourds afin que le groupe sache tout faire. Il faut valoriser les expertises techniques particulières du groupe, notamment sur les modes lourds. Et enfin, chercher une rentabilité nécessaire, mais sans moins-disance sociale. Alors ces ambitions, elles doivent prospérer, soutenues par un style. Le mien est coopératif. Coopératif parce que c'est mon caractère. Vous noterez qu'il est nécessaire d'être coopératif pour faire fonctionner et pour projeter le système électrique français. Coopératif ensuite parce que c'est pragmatique et de bon sens. Le monde des transports publics est d'une grande complexité technique, mais aussi juridique en matière de répartition des compétences, notamment en Île-de-France. Il ne fonctionne pas si des conflits pérennes s'installent. Beaucoup de choses se jouent et se joueront aux interfaces, ainsi qu'aux interfaces intermodales d'ailleurs. Coopératif enfin avec les salariés du groupe, car ils ont souvent des idées à donner pour améliorer l'efficacité collective. Il faut commencer par les écouter et par les rencontrer. Souvent, ils connaissent leur métier.
Le portrait que j'ai dessiné à grands traits, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, dessine à grands traits un groupe RATP comme un acteur majeur de la ville, un acteur de la ville durable, un acteur ancré sur les mobilités d'abord, anciennes et nouvelles, qui façonnent les formes et les géographies urbaines, mais aussi un acteur capable de mobiliser ses expertises techniques et économiques, ainsi que les miennes au passage, sur les consommations d'énergie et les services énergétiques. Je pense au gain récent de l'appel d'offres sur le réseau de chaleur de la ville de Paris avec Dalkia, sur l'eau, pour les eaux d'exor notamment, qui sont un gros enjeu, sur l'économie circulaire, sur l'aménagement durable, sur le tertiaire et sur l'habitat. Tout cela pour la transition écologique du groupe RATP, mais aussi et surtout pour celle des villes et des territoires qu'elle sert et qu'elle dessert. Mon objectif est que le groupe RATP soit un acteur majeur de la transition des territoires dans lesquels il opère, un apporteur de solutions et de qualité grâce à ses salariés et sur lequel les voyageurs et les élus peuvent compter. Je vous remercie de votre attention. Merci. J'ai un grand nombre de demandes de parole. La première demande émane de Franck Derzin. Je vous donne la parole, chers collègues. Oui, 4 questions courtes, je vous rassure, Monsieur le Président. Donc, à l'occasion de l'Assemblée plénière du 15 décembre 2025, les élus du Conseil régional de Normandie ont confirmé donc la désignation de RATP DEV comme concessionnaire de l'étoile de Caen pour les 12 prochaines années, avec un démarrage d'exploitation prévu donc à compter de juillet 2027. J'aimerais savoir quel regard vous portez sur l'ouverture de la concurrence des lots de TER et comptez-vous continuer à aller sur ce marché du TER régional? Est-ce l'une de vos priorités? Deuxième question, le droit européen impose que les compensations de services publics ne créent pas d'avantages économiques indus pour les activités exposées à la concurrence. Dans ce contexte, comment garantirez-vous que les compensations publiques ou garanties dont bénéficie la RATP en tant qu'opérateur de services publics ne profitent pas directement ou indirectement à ses filiales ou activités opérant sur des marchés ouverts à la concurrence? Pouvez-vous donc vous engager sur des mécanismes précis de séparation comptable, de gouvernance et de contrôle permettant d'en attester de manière vérifiable? L'ouverture à la concurrence des réseaux de transport franciliens constitue une transformation majeure d'un service public essentiel. Comment garantirez-vous pour les usagers que cette mise en concurrence ne se traduira ni par une dégradation de la qualité de service, ni par une fragmentation de l'offre, notamment en matière de continuité, de tarification, d'information voyageurs et de sécurité? Quel rôle la RATP entend-elle jouer pour assurer une homogénéité de standards de service entre opérateurs, y compris lorsqu'elle ne sera plus exploitante de certaines lignes? Dernière question. Vous avez dirigé RTE, opérateur donc stratégique, on l'a dit, du système électrique français, avec une expertise reconnue donc en matière de pilotage des réseaux, d'optimisation énergétique et d'intégration des énergies décarbonées. Comment comptez-vous vous appuyer sur cette expérience pour faire de la RATP un acteur exemplaire de la transition énergétique tout en réduisant durablement ses émissions de gaz à effet de serre et en maîtrisant, voire en faisant baisser la facture énergétique d'un groupe fortement exposé au prix de l'électricité et d'énergie? Voilà, merci. Merci. Je vais donner la parole à plusieurs de mes collègues, puis vous répondrez après. Je vais donner la parole à Alexandre Basquin. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Président du Directoire. Je voudrais tout d'abord saluer le rapport de notre collègue Daniel Guéret qui pointe évidemment les interrogations de chacune et chacun, voire même les inquiétudes, puisque votre possible nomination se fait dans un contexte particulier de tensions sociales, mais aussi de tensions politiques et institutionnelles, notamment au regard de l'avenir des transports publics franciliens. Cela a été dit, la RATP est confrontée à quelques défis, et pas des moindres: l'ouverture à la concurrence du réseau de bus, les problématiques de recrutement, le mécontentement de certains usagers qui considèrent qu'il peut y avoir une dégradation du service, et on peut évoquer la problématique de la dématérialisation, et enfin les pressions accrues de la part d'Île-de-France Mobilité. Alors, il y a des défis majeurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en même temps, je voudrais revenir sur les JO, parce que paradoxalement, avec, lors des JO, le renforcement des moyens humains, des moyens matériels et des moyens financiers, il a été constaté une véritable amélioration des services, preuve s'il le fallait, que le service public des transports peut être efficace dès lors que des moyens
importants y sont consentis. Et donc les difficultés structurelles des transports franciliens relèvent selon moi moins d'une incapacité du service public que d'un manque d'investissement et d'un manque de moyens en matière de fonctionnement. Donc j'aurais quelques questions. Vous avez déjà esquissé quelques éléments. J'aimerais quelques précisions, notamment sur les ressources humaines. Comment allez-vous rendre beaucoup plus attractifs les postes et donc les recrutements, pallier aux difficultés de recrutement? Comment comptez-vous améliorer les conditions de travail? Ma deuxième question serait liée au service aux usagers, parce que vous avez évoqué effectivement la billettique, les moyens humains, mais comment vous pensez renforcer justement ces moyens humains dans les services administratifs, dans les services de maintenance, mais aussi en matière de sécurité? Je ne suis pas trop fan de la vidéosurveillance algorithmique et je pense que les moyens humains en matière de sécurité seraient un plus indéniable. Et enfin, une dernière question peut-être un peu provocatrice, ne m'en veuillez pas, mais qui entend poser des enjeux de fond. Considérez-vous la RATP comme une entreprise publique au service de la population ou comme un opérateur dans un marché des mobilités ouvert à la concurrence? Je vous remercie. Si la parole est à Olivier Jacquin. Merci, Président. Monsieur Piéchazic, dans les travaux préparatoires à cette audition, j'avais été plutôt rassuré sur la question du dialogue social, mais dans votre exposé liminaire, je me repose un certain nombre de questions. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'écouter 3 syndicats de la RATP, FO, UNSA, CGE, CGC, qui ont été incroyablement élogieuses et dithyrambiques envers Jean Castex. J'ai tenu à lui signaler directement, j'avais rarement entendu ça, en précisant en autre qualité qu'il était aussi un politique, une attente de votre part. Alors, quelques questions. Une question essentielle sur la sécurité avec le GPSR, où il y a une impensée dans l'ouverture à la concurrence. Qui devrait porter cette fonction, selon vous, dans le nouveau contexte d'ouverture à la concurrence? Question ouverte. Une question technique sur l'automatisation. Il y a 2 dispositifs. L'automatisation complète avec des métros automatiques sans chauffeur, un investissement très coûteux mais performant. Et puis un dispositif d'aide à la conduite qui s'appelle Octis, dans les métros, l'équivalent de l'ERTMS pour le ferroviaire. Comment envisagez-vous d'aller dans cette direction de l'automatisation? Une question ouverte, vous n'êtes pas IDFM, vous n'êtes pas Valérie Pécresse, mais quelles améliorations principales au transport en Île-de-France? Et puis, ma dernière question, elle est importante. Je vous attends avec précision là-dessus. Avec l'ouverture à la concurrence et la fin des monopoles publics, il me semble que nos grandes entreprises publiques doivent être plus que des simples entreprises industrielles, sinon elles seront un jour destinées à être privatisées. Je pense donc à RATP Dev, qui est un des plus gros opérateurs mondiaux de transport, qui peut être en concurrence quelquefois avec d'autres entreprises publiques anciens monopoles comme SNCF Voyageurs ou entreprises du type Keolis. Ne pourrait-on espérer mieux pour notre pavillon français que des bagarres d'entreprises publiques? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole parce qu'il y a quand même trois questions de mes collègues, mais il y a quand même beaucoup de questions, donc je vais donner la parole aux candidats pour répondre à mes 3 collègues. Merci. Merci. Merci de vos questions. Je vais essayer de ne rien oublier. Vous m'avez interrogé, monsieur le sénateur Dersin, sur la question de la concurrence, sur le TER. Monsieur Jacquin également, plus globalement. Bon, la concurrence dans le transport public, c'est le choix de la France, et ça peut être le choix des autorités administratives, des autorités organisatrices, pardon. C'est aussi le choix qui est fait en Île-de-France. Et de ce fait, mécaniquement, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, mécaniquement, l'ancien, vu du groupe RATP, l'ancien périmètre du monopole va décroître. C'est mécanique, ça s'est passé avec le bus,
8 DSP conservés sur 12 pour RATP. La mise en concurrence du tram est projetée en 2030. Et puis, à la fin 2039, le RER et le métro. Dans cette perspective-là, et parce que aussi des autorités organisatrices dans les territoires le souhaitent, effectivement, ma vision est que le groupe RATP réponde à ces appels, qu'il s'agisse de transport urbain ou strict, au sens strict du terme, ou de TER, tout en étant sélectif. Le but n'est pas de courir tous les lièvres à la fois, tout en étant sélectif. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une grille d'appréciation et une grille de critères. Je vous les ai cités tout à l'heure. Le premier, c'est faire en sorte que le groupe RATP apporte plus de qualité à l'occasion de ces nouvelles DSP pour les voyageurs. Le deuxième, c'est qu'au sein du groupe RATP, on continue à savoir tout faire. Et je rappelle que le groupe RATP exploite déjà des modes ferrés avec le RER A et B, mais aussi à l'étranger. Ça valorise notre expertise. Et enfin, qu'il y ait des conditions de rentabilité, mais j'insiste sur l'absence de moins-disance sociale. Donc, il s'agira d'être sélectif et de choisir au cas d'espèce. Vous m'avez interrogé sur la séparation des comptes. Dès lors qu'une DSP donc est signée, ça fait l'objet d'une société indépendante parce que tout simplement créer une société, une filiale, c'est la manière la plus simple de séparer les comptes et d'être transparent. Il faut que tout ça soit auditable, soit contrôlable. C'est fait et je compte bien continuer à ce que ce soit fait. C'est important que les opérateurs nationaux soient exemplaires sur ces questions-là et puissent garantir l'absence de subventions croisées. Vous m'avez interrogé sur la question finalement de l'optimisation, de la désoptimisation qui peut être la conséquence de la mise en concurrence. C'est d'abord une question qui s'adresse à l'autorité organisatrice, et en l'occurrence IDFM. Et bien évidemment, la question de l'allotissement est absolument stratégique. La question est ni trop peu, ni trop. S'agissant de cela, la RATP s'est mobilisée pour désintégrer un certain nombre de ces systèmes et les mettre à disposition des autres opérateurs pour en faire un modèle multi-opérateur. Ça a été fait par le bus de manière remarquable sur les questions de régulation notamment. Il faudra le faire d'ici 2030 sur la question du tram, qui est un système technique, lui, probablement beaucoup plus enchevêtré, et de ce point de vue, c'est un défi. Et enfin, vous m'avez interrogé sur les questions de climat et d'énergie. Alors, je vais essayer d'être bref, il y a beaucoup d'autres questions. Les transports routiers, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Et au sein de ce transport-là, la voiture individuelle, c'est la moitié, donc c'est beaucoup. Et bien évidemment, le principal adversaire, c'est la voiture individuelle qui émet. Voilà, donc celle qui marche aux hydrocarbures. Donc la première réponse pour permettre au pays de respecter ses objectifs énergétiques et climatiques, c'est d'être bon, parce que si on est bon, les gens viennent dans les transports et ont tendance à délaisser leur voiture. Une fois que j'ai dit ça, au périmètre du groupe RATP, qui lui a pris des ambitions sur les émissions et sur l'énergie, plusieurs éléments. Déjà, continuer à basculer des usages fossiles vers les usages électriques. Ça a été l'objet de l'opération Bus 2025 qui a été largement financée par IDFM et réalisée avec succès. 22 des 25 centres bus ont été adaptés aux nouveaux combustibles, le biogaz et l'électricité. Ça, c'est quasi terminé. Il reste aujourd'hui, je crois que 27% de la flotte de bus qui est diesel. Il faut aller jusqu'au bout là-dessus.
Donc ça, c'est pour la bascule. Une fois qu'on a basculé vers des modes propres, eh bien, écoutez, il faut faire de l'efficacité. De ce point de vue-là, l'arrivée des rames MF19 sont une bonne nouvelle parce qu'elles sont, du point de vue énergétique, 20% plus performantes que les précédentes. La RATP aussi a un gros patrimoine bâti. Il faudra y faire de la rénovation thermique parce que l'efficacité, ça ne se joue pas que sur ce qui roule, ça se joue aussi dans le bâtiment. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ou plutôt pendant qu'on fait ça, il faut mieux acheter et bien payer sa facture d'électricité. Alors, vos collègues de la commission des affaires économiques m'ont souvent entendu plancher devant eux et donc discuter les prix de l'électricité. Vous savez que le marché spot est très volatile. Je ne vais pas trop parler d'électricité aujourd'hui, mais simplement vous dire que la bonne stratégie me semble être de se couvrir par des contrats à long terme pour éviter les fluctuations des prix sur les prix spot, donc du marché forward et du contrat long terme. Voilà donc à grands traits, monsieur le sénateur, les réponses à vos interpellations. Je vais continuer, monsieur le président, si vous le permettez. Vous me dites si je suis trop long. Vous m'avez interrogé, je vais retrouver mes papiers, sur les questions d'investissement, monsieur le rapporteur, et pointé le sujet du RERB, dont je voudrais dire deux mots. Le sujet de RERB est confronté à des difficultés de livraison de son nouveau train, le MI20. C'est un contrat qui a été signé avec le groupement Alstom-CAF, historiquement avec Bombardier-CAF, mais le groupe Bombardier a été racheté par Alstom. C'est un chantier qui rencontre beaucoup de difficultés techniques. Ça fera partie, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer dans mon propos introductif, d'un des sujets industriels majeurs à mon arrivée, si le Parlement la valide, puisqu'effectivement, Valérie Pécresse a raison, ces retards de livraison ne sont pas du tout satisfaisants sur le RERB, qui, en termes d'offres, est aujourd'hui dans les services RATP, donc en Île-de-France, et le RER qui fait l'objet de l'offre la moins performante, même si le service a été redressé, puisqu'aujourd'hui l'offre est réalisée à quasiment 90%. Bien évidemment, il y a des gros sujets matériels roulants. J'ai été interrogé sur les questions de sûreté, monsieur le rapporteur, monsieur Jacquin. Moi, je n'ai aucune difficulté à discuter avec l'autorité organisatrice de la manière dont le GPSR intervient. Simplement se dire que le GPSR est un service de sûreté qui a des pouvoirs spécifiques qui sont définis par la loi. Voilà. Et son périmètre d'intervention est lui-même défini par la loi. C'est un service de sûreté qui aujourd'hui exerce en monopole. Tout est toujours discutable sur le sujet, mais sur ces coûts, il faut dire que ce sont des fonctions qui sont régulées et qui font l'objet d'un examen de l'ART. Je note aujourd'hui, je l'ai dit dans mon propos introductif, que ce qui me semble est davantage la coordination très opérationnelle que la question du rattachement à telle ou telle unité au sein du groupe RATP, puisque l'enjeu, c'est bien de coordonner l'intervention de la police nationale, du GPSR, de la brigade régionale des transports qui a été financée par IDFM, des agents de sécurité privée qui sont financés et qui sont sur le réseau, et des services de police municipale. 40 conventions qui a été signée avec les communes. Quand je pointais le besoin de coopération tout à l'heure,
au sein du centre de coordination, c'est bien ça. Il y a quand même du monde, c'est-à-dire qu'il y a des effectifs de police nationale qui sont spécialisés, il y a le GPSR, quasiment 900 agents, il y a la BRT, il y a des agents de sécurité privée, il y a des policiers municipaux. Le but, c'est qu'on arrive à optimiser tout ça d'abord pour créer de la présence et de la dissuasion avant même de parler d'intervention. Je crois que c'est possible. Il faut qu'on soit coopératif sur le sujet. Monsieur Jacquin, vous m'avez interrogé sur les questions d'automatisation. Aujourd'hui, il y a des modes, il y a des dispositifs d'assistance à la conduite sur tous les métros, à l'exception d'une ou deux lignes, je crois, et sur le RER. C'est une assistance à la conduite. Ça a déjà permis d'augmenter la sécurité et la fréquence. On peut aller plus loin. Vous l'avez dit, on peut passer à des systèmes d'ICBTC. C'est Octis dans le métro et c'est Nexteo sur le RERB. En fait, ça permet une assistance à la conduite, mais ça permet d'augmenter la fréquence entre les trains parce que ça permet de gérer une signalisation dynamique et des cantons dynamiques entre les trains. Et c'est comme ça qu'on peut espérer atteindre une fréquence de train toutes les 2 minutes, ce qui est bien. Et le stade ultime, c'est l'automatisation totale. Cette fois-ci, sans conducteur, qui aujourd'hui, sur les lignes automatisées, permettent un train toutes les 85 secondes, qui ne doit pas être loin du record mondial. Bon. Je ne suis pas sûr que toutes les lignes de métro de Paris aient vocation à être toutes totalement automatisées au sens du 3e stade que j'ai présenté. Simplement, nous avons commencé, et c'est très bien, par les lignes les plus fréquentées, donc les plus saturées, pour les désaturer, parce que l'automatisation, c'est toujours moins cher que de creuser un 2e tunnel et de construire de 2e voies et de faire une 2e ligne à côté. Et donc, à chaque fois, il faut prendre une décision entre ce que ça coûte et les bénéfices que ça apporte aux usagers, parce que à la fin, c'est le voyageur francilien qui finance, mais vous savez aussi que c'est le contribuable, puisque dans les transports publics urbains en France, globalement, les recettes voyageurs ne recouvrent qu'en général un tiers des coûts complets. Et lorsqu'on intègre l'investissement, probablement plus près de 25%, le reste doit être couvert par le contribuable. Donc c'est important d'avoir une approche pragmatique là-dessus, gérer des paliers techniques progressivement, de l'aide à la conduite, oui, de plus en plus, et les plus gros investissements, consacrons-les d'abord aux lignes qui sont les plus saturées. Sur le métro, sont automatiques, totalement. La 1, la 14, la 4, vous le savez. La prochaine sera la ligne 13, dont j'ai parlé tout à l'heure. J'étais sûr que j'aurais la question sur l'automatisation. Et aujourd'hui, 2 autres lignes sont à l'étude pour l'automatisation totale. La 7 et la 8. Le reste, commençons par mettre des systèmes de type Octis partout pour qu'on augmente la satisfaction voyageur. Sans transition, j'ai été interrogé sur la question, j'aurais dû la traiter à la suite de la question de M. Dersin sur l'ouverture à la concurrence, non plus seulement en France, mais à l'étranger. De ce point de vue-là, je suis très ouvert à ce qu'on discute une équipe de France avec Jean Castex et avec Keolis. Pas forcément qu'avec Keolis, parce que dans l'équipe de France, il y a d'autres entreprises qui peuvent être les constructeurs de matériel roulant et nos grands BT-pistes, lorsqu'on va gagner un contrat à l'étranger qui comporte la construction d'infrastructures, la mise en place de systèmes de voies, etc. Donc je suis très ouvert à cette question et nous en discuterons dès que possible, non seulement donc avec Keolis, mais aussi avec les constructeurs et les BT-pistes. Bien évidemment, ça dépendra des cas, bien évidemment, ça dépendra de ce que souhaitent les autorités organisatrices à l'étranger comme en France. Le cas français est très différent, hein, mais en tout cas pour l'export,
Je suis très ouvert à ce que nous en discutions. Si je suis trop long, Monsieur le Président, dites-le moi. Certains vont partir. OK. Avant de voter, il faut qu'ils votent. Sur l'attractivité, Jean Castex et ses équipes ont fait un énorme boulot. Moi, je crois profondément que l'attractivité ne se joue pas que sur le salaire, il se joue aussi sur les conditions de travail et sur la fierté. De ce point de vue, le baromètre social de RATP a progressé. C'est la raison pour laquelle j'ai donc évoqué dans mon propos liminaire ces questions de QVT et de bien-être au travail, à l'intérieur de laquelle il y a la relation avec le management qui est chère à mes yeux. J'en profite pour dire un mot du dialogue social sur lequel j'ai été interpellé par à travers plusieurs questions. Moi, je compte à RATP faire ce que j'ai toujours fait dans l'ensemble de mes fonctions et de mes responsabilités, avoir un dialogue social sincère et transparent, sincère toujours, transparent aussi pour comprendre les contraintes des uns et des autres, et toujours rechercher les compromis. C'est ce que j'ai fait chez RTE dans mes 5 ans et demi de présidence. On a quand même signé une 60aine d'accords, dont certains unanimes. Un bon indicateur, c'est les NAO, les négociations annuelles obligatoires, puisque là, il y a forcément négociation. Chez RTE, ces 10 dernières années, qui sont mes 10 dernières années de présence, nous avons signé 8 accords sur 10. Et j'ai entendu ici ou là, et vous avez donc évoqué des déclarations sur, je cite, un style bulldozer. J'ai du mal à entendre, à comprendre ces critiques. Je vais vous donner juste quelques chiffres. Chez RTE, la fierté d'appartenance est à 93%. La confiance dans l'entreprise est à 87%. La relation salarié-manager doit être une des boussoles, est à 85% de satisfaction. Et l'indice de QVT, qui est un indice agrégé, dépasse 7 sur 10. Tous ces indicateurs sont, sous ma présidence, sont en croissance constante depuis 4 ans. Voilà. Moi, je tiendrai l'ensemble de ces documents, bien évidemment, à votre disposition si vous souhaitez qu'on en discute. En tout cas, je compte continuer à chercher des compromis avec l'ensemble des organisations syndicales parce que, vous le savez, je tiens aussi à ce pluralisme syndical. Merci. Je vais donner la parole à Jacques Fernic. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le candidat à la présidence. Donc, ces 5 dernières années pour la RATP, ça a été particulièrement animé avec des défis, des enjeux compliqués qui, évidemment, ont déjà été évoqués ce matin. La qualité, la régularité de service, la question du recrutement. Donc, vous venez d'en parler, le climat social a apaisé. Et là-dessus, incontestablement, Jean Castex a imprimé sa marque. Le besoin considérable d'investissement, de modernisation du réseau et de renouvellement du matériel. Vous avez évoqué question de ces rames qui tardent à arriver. Et tout cela dans un contexte compliqué de mise en concurrence progressive. Incontestablement, par rapport à 2022, sur ces défis, la RATP est en meilleure position à l'issue du mandat de Jean Castex. Bon, l'impératif, vous l'avez dit, de ne pas rater les JO et les moyens exceptionnels qu'on a pu dégager pour cela, particulièrement le déplafonnement du VM, ça y a bien aidé. Au-delà de cette phase favorable, on sort de la conférence Ambition France Transport, il y a la loi 4 qui arrive et peut-être la loi de programmation dans la foulée. Comment envisagez-vous la stratégie pour poursuivre, conforter dans les territoires où la RATP est impliquée, ce développement et le choc d'offre des mobilités durables, avec des charges d'exploitation importantes pour cela, des investissements conséquents. Je crois qu'avec le nouveau contrat avec Île-de-France Mobilité, c'est une augmentation de 30% des investissements par rapport à la période précédente. Il y a la question très coûteuse donc, de l'accessibilité. Le réseau enterré sera
particulièrement problématique et on commence à comprendre combien l'adaptation au réchauffement climatique va changer la donne. Là-dessus, je pense qu'à RTE, vous en aviez particulièrement conscience. Et puis enfin, vous avez évoqué en début notre mission sénatoriale sur la billettique, parce que là, l'attractivité des transports urbains, ça dépend fortement de l'information voyageur, de la billettique, des services numériques multimodaux. Alors, il y a le conflit récent entre la RATP et IDFM sur la vente du Navigo Liberté Plus. Donc, comment, avec l'expérience internationale de la RATP et son expérience dans différents réseaux en France, voyez-vous les perspectives d'optimisation, de modernisation pour cette billettique et ses services qui nécessitent harmonisation, partage des données, fiabilité et simplicité? Merci. La parole est à Omar Saïd Ouali. Merci, monsieur le Président. Le groupe, bien sûr, RATP est présent un peu partout dans le monde, notamment dans 16 pays, où plus de 120 filiales opèrent et maintiennent des réseaux innovants et sûrs. Je dirais l'Amérique, l'Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie, Océanie. L'entreprise possède également des bureaux de représentation au Canada, à Dubaï et à Singapour. Alors, Monsieur le Président, moi je me pose la question, est-ce que la RATP envisage d'avoir une politique aussi de développement dans les Outre-mer? Parce que les Outre-mer, ce sont des territoires français. Nous aussi, on se déplace et l'entreprise française n'est pas représentée dans nos territoires. Donc, ma question est là, est-ce que vous envisagez d'avoir au moins une filiale chez nous, dans les Outre-mer? Merci. Je vais donner la parole à Pierre-Jean Rochette. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le candidat. Juste revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et où je ne suis pas d'accord. Vous avez dit que la France a choisi d'ouvrir la concurrence au transport public. En réalité, c'est l'Europe, puisque la RATP était protégée depuis le décret de 49 sur l'Île-de-France, qui est une situation totalement anormale. Et pendant que les opérateurs français allaient faire du transport public partout en Europe et dans le monde, la RATP restait, elle, protégée par un décret qui était tout à fait unique en son genre. Moi, d'ailleurs, à titre perso, je suis pour la remise en concurrence régulière des régies et je trouve que la situation actuelle à Paris est plutôt la norme. On parle beaucoup trop de Paris. La RATP, ce n'est pas un groupe uniquement parisien. Quelle sera la place de RATP Dev demain dans les réseaux de province? Les réseaux de province ont besoin d'avoir de la concurrence. Aujourd'hui, il n'y a que 2 offres maintenant. On a Keolis et Transdev. Est-ce que RATP Dev, qui a fait des belles réussites en province, va continuer, va motiver la concurrence et surtout sur les petits réseaux urbains, puisque le petit réseau rural semble ne pas intéresser grand monde? Je parle des réseaux des tailles inférieures à 50 bus. Et puis enfin, pour terminer, quelle est votre vision sur les robotaxis? La France détourne totalement son regard des robotaxis, alors que le monde est en train de voir la mobilité changer. Nous sommes en train de prendre un retard considérable que nous payerons. C'est une bombe à retardement de nous désintéresser à cause de notre réglementation beaucoup trop lourde des robotaxis. Les robotaxis sont l'avenir pour la mobilité en zone rurale faiblement dense. Et aujourd'hui, aucune expérimentation vue par les majors du transport dans notre pays, ce que je regrette profondément. Quelle sera votre vision là-dessus? Allez-vous être innovant, novateur et bousculer un petit peu les lignes? Merci. La parole est à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le candidat. Donc, vous avez déjà conduit chez RTE un plan de transformation important dans la décarbonation. Donc, vous allez à la RATP retrouver un peu les mêmes sujets sur des lignes de nature différentes. Et il y a déjà des plans de mobilité avec des bus 100% propres, avec des dates de mise en œuvre qui ne sont déjà pas respectées. Alors quel va être votre engagement futur pour faire en sorte que ce soit sur l'Île-de-France et également dans les territoires pour qu'il y ait des bus 100% propres sur l'ensemble du réseau RATP? Vous avez également évoqué votre volonté de vous engager dans le plan d'accessibilité pour les personnes handicapées avec le plan Métro pour tous, qui est un plan extrêmement ambitieux et avec un budget significatif. Vous avez évoqué la ligne 6, dont les coûts sont quand même très importants. Donc,
de quelle façon vous comptez vous mobiliser et quelles seraient les lignes prioritaires. Et troisième point, notre commission a travaillé sur les nuisances sonores dans les mobilités. J'ai commis un rapport avec mon collègue Gilbert Luc de Vinaz, à la fois sur les bruits générés par les moyens de transport et également le bruit généré par les travaux. Et donc, quand j'évoque l'accessibilité, ça nécessitera des travaux. Un certain nombre de mises en conformité des mobilités nécessiteront des travaux avec des nuisances. Et je voudrais connaître votre approche par rapport à la question des nuisances sonores de la RATP d'une façon générale. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Je vais donner la parole à Alain Dufour. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Je vais vous poser une question, je pense, qui a déjà été évoquée. Vous êtes le 3e opérateur mondial en matière de transport urbain et présent dans 780 villes. Le groupe RATP, effectivement, a de grandes ambitions, mais déjà au niveau parisien et francilien, quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour, disons, assurer et faciliter le transport des voyageurs transiliens et étrangers? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, face aujourd'hui à la concurrence qui est faite à la RATP, quels sont vos atouts et quelle est votre stratégie? Et notamment aussi en matière de développement extérieur. Vous êtes présent aujourd'hui dans divers pays, ça a été souligné, mais notamment en Arabie Saoudite et en Serbie. Quels seraient vos projets pour l'année et les années à venir? Je profite aussi de saluer l'action du rapporteur Daniel Guéret pour sa contribution aujourd'hui à ce dossier. Merci. Merci. Avant que je donne la parole aux candidats pour répondre à vos questions, y a-t-il des interventions? Oui, Ronan Dantec. Oui, rapidement, ça a été un tout petit peu évoqué dans l'introduction, mais je voudrais quand même revenir un petit peu sur RATP à l'international et entendre donc le candidat sur le contexte actuel. Il y a évidemment des demandes de développement d'infrastructures dans beaucoup de villes, notamment dans les grands pays émergents. Mais on est aussi dans un contexte quand même d'évolution, notamment de tout ce qui est l'aide publique au développement et tout ce qui est garanti à l'export. Donc, est-ce que le maintien de RATP international, voire son développement international, fait partie de la stratégie ou le contexte international, y compris d'accompagnement financier des grandes entreprises françaises à l'export, fait que c'est probablement un point sur lequel il va être difficile d'avancer et de développer dans les prochaines années. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Non, je n'en vois pas. Donc, je vais donner la parole au candidat pour répondre aux questions de mes collègues. Merci. Merci. Monsieur le sénateur de Mayotte, je vais commencer par prendre votre question. Il ne vous a pas échappé que j'ai parlé de la France et pas de l'Hexagone dans mon propos liminaire. Donc, les DROMCOM sont en France et je suis tout à fait ouvert à ce que RATP réponde à des appels d'offres sur des DSP dans les Outre-mer. Si les collectivités territoriales le souhaitent, et bien sûr, je me mettrai à leur disposition pour qu'on puisse commencer à en discuter si le Parlement valide ma nomination. Monsieur Rochette, vous m'avez interrogé sur, et ça va un peu dans le même sens, sur la place, sur les ambitions des RATP-Dev en province, dans les territoires. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que l'Île-de-France dans la vie. RATP-Dev est déjà présent sur le sol français, ainsi qu'avec 2 DSP en Suisse, juste à côté. Donc à travers 50 contrats, donc c'est beaucoup. Le chiffre d'affaires des RATP-Dev sur le sol français, ça dépasse 1 milliard d'euros par an. Donc c'est déjà un gros opérateur, même si il reste un challenger, parce qu'en matière de transport public, le numéro 1, c'est Keolis. Donc oui, poursuite de ce développement sur le territoire français,
en étant sélectif dans nos réponses avec les critères dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien évidemment, ne pas aller sur une DSP où on a l'impression de ne rien pouvoir apporter de nouveau, ni à la collectivité cliente, ni à ses voyageurs. Mais donc examen effectivement pour voir si le groupe RATP peut apporter des choses. Et c'est à dessein, dans mon exposé liminaire, que j'ai dit que c'était important à mes yeux que le groupe RATP garde un mix équilibré de tous les modes de transport, je dirais des plus légers aux plus lourds. Et quand je disais ça, c'était aussi pour inclure dedans des DSP plus petites, de bus ou de cars, même si historiquement, sur l'interurbain, c'est plutôt Transdev qui est devant. Donc oui, moi je tiens à ce que le groupe RATP sache tout faire et sache servir, en tout cas proposer des solutions à toutes les collectivités territoriales qui le demanderaient. Donc ça va du plus petit jusqu'au plus gros. Et donc le plus gros, c'est le mode lourd, c'est-à-dire c'est le métro qui est automatique et c'est le transport ferroviaire avec les TER. Les taxis autonomes, moi, ça m'intéresse beaucoup à titre personnel. Je n'ai pas de réponse technologique à vous faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que ça fait partie d'une des branches d'avenir de notre mobilité. Et la RATP, donc, étant un groupe innovant, c'est quelque chose que j'investirai le plus vite possible. J'ai été interrogé sur la question de la billettique. Moi, j'ai envie de répondre à travers deux choses. La billettique, c'est des systèmes d'information et des systèmes. De ce point de vue-là, c'est important que le groupe RATP ait un savoir-faire et qu'il y ait une forme de mise en commun des expertises de ces systèmes d'information, parce que c'est souvent des systèmes d'information et de télécom qui sont très chers. Et c'est bien que l'ensemble des parties de RATP, quelle que soit la DSP qu'il sert, puissent profiter de ces systèmes d'information et de ces expertises. C'est ça qui est intéressant quand on est un groupe, hein, c'est que ces savoir-faire de pointe d'ingénierie puissent profiter à tous. Après, la question de la billettique et de sa digitalisation, elle renvoie à une question de l'accessibilité. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, il me paraissait important que l'on conserve. Alors, c'est toujours ça relève toujours d'une décision des AO. C'est intéressant, enfin, c'est important qu'on conserve toujours des modes de paiement qui soient accessibles à tous. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on conserve des systèmes qui vous permettent de ne pas avoir de compte en banque. Parce qu'il y a certains de nos concitoyens qui n'ont pas de compte en banque ou qui sont interdits bancaires. Et donc, c'est important qu'en plus de cela, ils ne se retrouvent pas discriminés dans les transports. Donc, moi, la digitalisation, ça me va très bien. C'est l'avenir, ça permet d'être performant. Mais il faut qu'on conserve des voies et des moyens pour pouvoir prendre les transports en commun avec une simple carte. C'est le cas en Ile-de-France avec le Pass Navigo Easy qui reste un support physique. Monsieur le sénateur, vous l'avez. Voilà, j'ai le mien dans ma poche gauche devant vous. Vous m'avez interrogé sur la résilience des infrastructures. Alors effectivement, c'est un sujet que je connais bien chez RTE, à la fois pour parler de climat, d'énergie, mais aussi en tant que propriétaire d'une très grande infrastructure linéaire. La RATP a fait des études là-dessus pour la mise en résilience de son réseau. Ça concerne les bulles de chaud, les bulles de froid, les risques d'inondation. Il y a aussi des sujets géotechniques, notamment sur des branches RER. On entamera avec Valérie Pécresse les discussions sur la manière dont tout ça peut être progressivement financé dans les futurs contrats. Les uns et les autres, vous avez cité des retards en termes de matériel roulant. Alors, moi, j'ai cité le MI20 sur le RERB parce que c'est vrai que ces rames sont en retard et c'est un problème industriel avec Alstom CAS. Je ne veux pas laisser croire que tout est en retard. Le gros programme d'arrivée des métros, le MF19, il est à l'heure. Les trains qui sont faits par Alstom, ils arrivent sur le réseau.
Vous en avez vu un premier sur la ligne 10, vous en verrez dès la fin de l'année sur la ligne 7 bis. Donc de ce point de vue-là, il y a des programmes industriels qui avancent et je compte bien faire en sorte que ça continue. Monsieur Chevrollier, vous m'avez interrogé sur les PMR. J'ai donc évoqué la ligne 6 qui est à l'étude pour sa mise en accessibilité. Vous avez aussi raison de dire que c'est un programme difficile parce qu'il y a des stations qui sont très profondes, très peu accessibles. Je veux dire que il n'y a pas que la mise en place d'ascenseurs qui nous permettrait déjà de faire avancer les choses. Le développement d'escaliers mécaniques dans les stations historiques du métro est un élément qui est très important et qui permet à des personnes à mobilité réduite de pouvoir prendre les transports, enfin celles qui marchent mal par exemple. De ce point de vue-là, il y a un programme d'accroissement du nombre d'escaliers mécaniques. Aujourd'hui, il y a 1000 escaliers mécaniques sur le patrimoine Île-de-France, d'en faire plus dans le cadre du programme de rénovation des gares pour le gros œuvre. Il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est celui qui en fait consiste à remplacer les tourniquets. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si il vous est arrivé de prendre le métro avec une poussette. Alors moi, ça m'est arrivé beaucoup avec mes enfants. Et effectivement, passer un tourniquet avec une poussette et descendre les escaliers, c'était effectivement pénible et difficile. Sur les 4000 appareils de contrôle, il reste 2000 tourniquets. Et simplement, soyons pragmatiques, faisons du bon sens. Commençons par remplacer les équipements qu'on peut remplacer facilement pour rendre l'ensemble de ces infrastructures le plus accessible possible, pour y entrer et pour y circuler déjà donc avec les escaliers, tout en étudiant sur le long terme, vous l'avez dit bien évidemment, les gros investissements de génie civil et notamment l'accessibilité par les ascenseurs. Vous m'avez interpellé sur les bruits des travaux. Alors, il y a des bruits de travaux, il y a des bruits de circulation. De ce point de vue-là, il y a des points noirs qui ont été repérés, monsieur le sénateur. La RATP s'est engagée à supprimer ces points noirs bruits d'ici la fin 2026. Donc, les travaux sont en cours. De manière générale, la RATP contribue au plan d'exposition au bruit, puisque, vous l'avez dit, le bruit est reconnu comme un sujet de santé. Ces questions de bruit, c'est des questions qu'on gère le plus souvent de manière technique. Pour les bruits de roulement et les bruits de ventilation pendant l'exploitation, on n'a pas eu le temps de parler de la qualité de l'air, mais c'est un défi. Il faut mieux extraire l'air des tunnels et des stations, mais un ventilateur, ça peut faire du bruit, donc c'est souvent des questions technologiques. Et vous avez raison, des questions de réduction du bruit pendant les travaux. De ce point de vue-là, pour avoir fait beaucoup d'infrastructures dans ma vie, je sais qu'il existe des solutions techniques et technologiques pour minimiser ces bruits, même si probablement que le programme de travaux colossal, qui est la conséquence des investissements de RATP sur ses fonds propres, mais aussi des subventions du contrat de plan État-région et des subventions d'IDFM, vont générer beaucoup de travaux et que probablement que pour le voisinage, ça va être une discussion croissante. De ce point de vue-là, moi, je crois que c'est important qu'on fasse de la concertation et de l'information. C'est important qu'on présente ce qu'on fait et qu'on informe les riverains d'éventuels désagréments. Mais pour avoir été confronté à la question plusieurs fois dans ma vie, je sais que des solutions existent. Les bus propres sur l'ensemble des DSP donc exploités par le groupe RATP relèvent le plus souvent des financements des AO. Et donc, c'est une discussion qu'il faut avoir avec elle. Enfin, j'ai été interrogé, j'ai l'impression de n'avoir oublié personne. J'ai été interrogé sur les questions d'international et de la baisse des aides au développement. Cher Ronan Dantec, c'est vrai que c'est quelque chose qui me préoccupe. Aujourd'hui, RATP Dev est présent dans certains pays qui ont fait historiquement l'objet d'aide au développement. Je pense au Maroc, à l'Égypte, etc. C'est quelque chose qu'il faudra qu'on adresse avec l'AFD. Mais vous avez raison, c'est une question critique
il faudra redoubler d'efforts sur le sujet pour pouvoir aider à ce qu'il y ait des financements qui se bouclent. C'est le plus souvent des sujets de financement d'infrastructures, hein, lorsqu'on fait du greenfield dans ces pays-là. Sujet que je connais. Voilà. Pardon d'avoir été trop bref, Monsieur le Président. J'ai l'impression d'avoir balayé l'ensemble des questions. Si j'en ai oublié une, n'hésitez pas à m'interpeller. Bien. Eh bien, merci. Merci, monsieur le candidat. On va vous libérer.